L'Europe, on l'aime ou on la quitte. Ça va faire 3 ans que la Grande-Bretagne a décidé d'en sortir et elle n'y est toujours pas parvenue. Une Europe qui n'a jamais été autant critiquée à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Aujourd'hui, l'envie d'en sortir fait son chemin dans les programmes politiques. Pour en débattre, nous sommes ce soir avec Zaman Ziouane, numéro 2 sur la liste de l'UPR, Ensemble pour le Frexit, emmené par François Asselineau. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Et on va commencer avec vous, Zaman Ziouane, pardon, compliqué à prononcer, excusez-moi, Zaman Ziouane, sur justement le fait que vous représentiez l'UPR, ce soir, l'Union populaire républicaine, seul parti avec la liste des patriotes de Florian Philippot qui dit qu'il faut sortir de l'Union européenne pour ces élections le 26 mai prochain. Est-ce que l'exemple britannique ne vous a pas échaudé ? Absolument pas, bien au contraire, il nous prouve encore une fois que l'Union européenne est une dictature qui ne dit pas son nom et qui va toujours à l'encontre de la volonté populaire. Les Britanniques ont voté, c'est non, et comme le met en avant leur slogan, non, c'est non, leave now. Maintenant, on voit effectivement qu'il y a un véritable blocage, mais le blocage se situe sur le plan politique et sur le plan démocratique. Et à cause de qui ? À cause, encore une fois, des européistes qui, comme à chaque fois qu'il y a un référendum en Europe, veulent aller contre la volonté du peuple qui s'est exprimé. C'est un accord qui a été négocié par Theresa May avec les représentants européens. Et les députés ont dû se prononcer effectivement sur cet accord qu'ils n'ont pas jugé satisfaisant de leur côté. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, c'est dans le sens où l'Union européenne, c'est pas une entité imaginaire qui n'est pas concrète. Elle est composée de tous ces européistes dont fait partie Theresa May, dont fait partie aussi Emmanuel Macron, et qui veulent absolument renier la volonté populaire. Là, on voit effectivement l'exemple avec les Britanniques, mais on a assisté à ça aussi en France en 2005, quand en 2007, Nicolas Sarkozy est allé à l'encontre, encore une fois, de la volonté des Français qui avaient voté à 55% non contre le traité pour une constitution pour l'Europe. Je voudrais juste Zaman Ziouane, très vite, et après je laisse la parole à votre... Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il est faux de dire que nous n'avons pas essayé de réformer et de changer l'Union européenne. Les eurodéputés sont élus au Parlement européen depuis 1979, donc ça fait 40 ans, ça fait plus de 40 ans que chaque parti qui a été élu au Parlement européen l'a été sur une promesse de réformer l'Union européenne. Et 40 ans après, on en a encore à avoir le même débat. L'Union européenne est-elle réformable ? Je veux dire, il y a un moment donné, moi je suis la première, si on était 40 ans en arrière, à me dire, bon, ben, pourquoi pas ? Peut-être qu'on peut sauver encore les meubles. Mais 40 ans après, est-ce qu'il n'est pas temps justement d'ouvrir les yeux et surtout d'être véridique, de dire la vérité aux Français ? Elle n'est pas réformable. Et on va voir au cours du débat pour quelles raisons elle ne l'est pas. Alors, et pour quelles raisons il vaut mieux en sortir dans l'intérêt des Français. Nous sommes les vrais pro-européens parce que nous voulons la transformer. Et oui, nous pouvons la transformer. Il s'agit de courage et de volonté politique et de sincérité des convictions aussi. Alors, Ziouane. Oui, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit de part et d'autre. Donc la première des choses, c'est que je suis ravie de voir que vos deux partis partagent également les analyses de l'UPR sur la situation de l'Union européenne. Je pense que les symptômes sont analysés plus ou moins de la même manière par tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que le diagnostic de la maladie Union européenne est à peu près le même chez tout le monde. C'est le remède qui est proposé aux Français. Qui est soit inexistant, soit existant. Et à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais replacer ce débat. Il ne s'agit pas d'élections nationales. Et je comprends tout ce que vous venez de dire. Et je vous rejoins sur l'aspect ultralibéral de notre gouvernement et de nos politiques successives en France. Mais il s'agit là d'élections européenne. On va envoyer des eurodéputés qui n'auront pas la faculté de changer l'Union européenne. Et je tiens à ce que les Français qui nous écoutent et nous regardent ce soir, quand ils éteindront leur télé, se rappellent de ce fait-là. Et la deuxième chose, c'est que vous mettez en avant effectivement que l'Union européenne a fait prospérer la paix en Europe. Encore une fois, je suis désolée, ce n'est pas vrai. C'est la dissuasion nucléaire qui fait prospérer... Tout à fait, c'est la dissuasion nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire. La preuve étant, il n'y a pas de guerre sur le terrain militaire entre pays développés depuis l'apparition de la bombe nucléaire. Autre chose, en tant qu'humaniste, justement, je trouve ça assez étrange de défendre notre appartenance à l'Union européenne qui nous met sous la tutelle de l'OTAN à travers l'article 42 du TFUE. Je termine juste une petite chose. L'OTAN, c'est quand même l'OTAN qui nous engage dans des guerres illégitimes à travers le monde, en notre nom, alors qu'on n'a rien demandé, et uniquement dans l'intérêt des Américains qui contrôlent l'OTAN. Mais juste sur la méthode. Êtes-vous pour combattre aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron ?
Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, moi, je suis pas d'accord avec sa politique. Monsieur Macron, je suis une femme de gauche, je suis écolo, je suis pour la solidarité, l'humanisme, donc tout ce qu'il ne fait pas. Pour autant, on est sous une 5e République et je suis contre la 5e République. Je pense que c'est aussi ce qui est à l'origine, malheureusement, Alors de là, on beaucoup vous de parle malheurs. dans des problématiques nationales. Mais non, je dis ça précisément parce que je tiens à faire le parallèle. Je suis contre cette 5e République, mais je me bats pour qu'on arrive au pouvoir pour un jour passer à la 6e. Eh ben, c'est pareil en Europe. Alors on va regarder juste on va regarder un sondage et je vous fais réagir parce qu'il nous reste 3 minutes un exactement. Dernier petit point. Très rapidement. Alors ce que nous déplorons à l'UPR, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, la situation de crise dans laquelle se retrouve la France, c'est à la fois à cause des gouvernements successifs ultralibéraux, c'est une chose, mais à la fois aussi à cause des partis d'opposition qui ne jouent plus leur rôle. La preuve étant, l'UPR a proposé à solliciter. L'UPR a sollicité. Vous regardez pas les bons partis d'opposition. Vous ne regardez pas les bons partis d'opposition parce députés de l'Assemblée nationale pour lancer la procédure de l'article 68 de la Constitution pour destituer Emmanuel Macron. Alors là, on est dans des problématiques nationales. Excusez-moi, on va avancer sur les enjeux. Moi, j'ai pas une question à poser, madame. Vous faites comme la République en marche et le Rassemblement national, vous en faites un débat national. Je pense qu'on vient que agrandir le gouffre et accentuer le gouffre qu'il y a entre la politique et puis les Français. Et je pense que nous, issus de la nouvelle génération, absolument. Et je suis assez surpris quand même de cette résignation de dire qu'il est impossible de réformer. Évidemment qu'il est possible de réformer. Évidemment. Le contraire, on le verra mais justement, moi, si je me suis engagé en politique... C'est-à-dire, dans 30 ans, il y aura votre successeur, le mien et les nôtres qui seront sur ce même plateau pour raconter... Quel est le symbole de votre candidature si vous êtes contre l'Europe, en fait? Je ne comprends pas les personnes qui, comme vous, sont contre ce système, sont contre l'Europe, mais se présente quand même à une échéance. Alors on va y répondre. On va d'abord repartir vers notre journaliste Pierre Pissavi-Hiverneau Merci Pierre, et je laisse la parole immédiatement à Zaman Ziwan, justement, qui voulait répondre exactement à votre interlocutrice. À Sophia Hussein, effectivement. Donc ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais expliquer aux Français aujourd'hui, c'est que l'UPR a été créé parce que nous avons constaté que les partis traditionnels français, que ce soit qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le PS et l'UMP, les Républicains, ont été incapables d'agir au niveau européen et acceptent de faire allégeance aux politiques qui nous sont dictées par Bruxelles. C'est la raison pour laquelle l'UPR aujourd'hui est le véritable et seul vote utile pour ces prochaines élections. Est-ce que nous, je suis désolée, je suis navrée, mais nous sommes le seul parti honnête qui respectons les Français en leur disant que ces élections et que les eurodéputés ne changeront rien. Alors donc vous enverrez des eurodéputés qui ne changeront rien. Non, mais qui iront dénoncer les lobbies, qui iront expliquer aux Français pourquoi vous faites quand même le jeu de l'Europe, ça n'a aucun sens, chère madame, ça n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est que nous, Nigel Farage a permis aux Britanniques d'obtenir un référendum et la sortie de l'Union européenne parce que justement il a eu la parole au Parlement européen. Nous allons mettre un coup de pied dans la fourmilière sur laquelle vous vous êtes endormi depuis plus de 40 ans. Alors, je réponds rapidement. D'abord, sur les traités dont on parle. Excusez-moi, qu'a fait le Front de gauche? Ça n'a rien à voir avec le Front de gauche. Ça n'a rien à voir avec le Front de gauche. Avec ces 4 députés. Madame, vous avez eu l'occasion de parler, laissez-moi répondre. Sur la question du Front de gauche, c'était nous, justement, parlons d'Europe. Moi, je crois beaucoup en le travail de partenariat. L'Europe sert justement à faire du travail de partenariat, du travail d'intelligence collective. Et la France n'est pas capable de créer s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole, laissez-moi terminer. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Donc, le Front de gauche, nous avons cru, nous sommes des gens honnêtes, justement, et nous avons cru en l'intelligence collective et nous avons travaillé avec différentes... Nous avons travaillé avec différentes forces de gauche. C'est la même chose au niveau européen. Nous nous sommes alliés avec d'autres partis de gauche, évidemment. Madame, s'il vous plaît, c'est vraiment pénible et c'est clairement pas démocratique. Je ne peux pas vous laisser. Vous parliez de démocratie, madame. Vous parliez de démocratie. Vous aurez la parole. Vous parliez de démocratie, laissez parler les gens. Ça peut être bien quand même, le respect. Très bien. Donc sur les Français en leur disant la vérité, vous n'avez rien changé. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous parlions tout à l'heure des traités libéraux et il faut en parler en fait, monsieur. Évidemment que aujourd'hui il y a des blocages au niveau européen à cause de ces traités. Nous avons toujours été hyper honnêtes et hyper authentiques en votant toujours non contre tous ces traités libéraux et nous avons été le seul parti à le faire. Tout ça c'est notre grande différence, à la différence de vous tous assis autour de cette table.
Nous avons dénoncé, madame, si vous plaît, laissez-moi terminer. En tout cas, dans ce scrutin, il y a un élément. Nous cherchons à défendre les intérêts des Français. Je tiens quand même à reprendre ce qui vient d'être dit. Il y a en Europe, au Parlement, il y a 35 lobbyistes pour un seul eurodéputé. J'aimerais bien savoir comment Guillaume Balas, comment les 3-4 députés que vous obtiendrez peut-être pas. Très clairement, sur Guillaume Balas, puisque je réponds juste sur Guillaume Balas, j'y répondais. Très facilement. Puisque vous parlez des lobbies. Monsieur Balas, justement, est très en pointe sur les questions de l'interdiction des pesticides et notamment du glyphosate. Eh bien, il a été montré, tout simplement, que l'enquête sur la dangerosité du glyphosate était tout simplement une étude tirée de Monsanto, parce qu'il a été vigilant, parce qu'il combat les lobbies au quotidien, parce qu'il est clair sur ses conditions. Alors on n'est pas sur cette... Concrètement, nous allons interdire le glyphosate, ce qui n'est pas le courage du gouvernement actuel. Vous parlez des lobbies en Europe, nous avons les mêmes... Alors on va passer au débat, parce que là on part sur des thématiques de l'Union européenne, nous aurions les mains libres, nous aurons l'indépendance et la souveraineté qui nous permettront d'interdire le glyphosate. Vous devez lutter contre Monsanto en France aussi, hein. Alors il y a une donnée en tout cas, Pierre, monsieur. Je voudrais juste alors on n'est pas là pour débattre la racine des uns et des autres. Je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit par monsieur Pilar. Je le rejoins sur un point, c'est que la France doit absolument recouvrer sa souveraineté, doit pouvoir redevenir maître de ses décisions pour créer des coopérations en dehors du cadre de l'Union européenne. Et c'est bien pour ça que nous proposons d'en sortir, afin d'être libres de choisir avec qui nous allons former le nouvel Airbus, avec qui nous allons créer de nouvelles coopérations industrielles. Pour moi, les eurosceptiques, tout d'abord, ce sont des gens qui sont profondément racistes, qui sont véritablement dénués de valeur. Et je pense qu'on ne peut pas donc, quand réfléchir... on n'adhère pas à l'Union européenne, pour vous, on est raciste. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, très rapidement, en fait, on arrive à des raccourcis tels qu'on les entend. Madame, encore une fois, c'est pénible. C'est pénible. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, madame, quand vous parlez, vous laissez quand vous parlez, écoutez-moi. Vous insultez tous les Français qui sont pour le Brexit. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Parce qu'il y a merci. Il y a des raccourcis très rapides qui sont faits et on les a entendus à la fois de la part de Nathalie Loiseau, à la fois de la part de certains républicains et à la fois de la part du Rassemblement national. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières hermétiques dans ces discours-là. Et moi, je suis profondément choquée d'entendre dire, par exemple, que ceux qui ne sont pas invités en Europe n'ont pas le droit d'y venir. Quand on laisse mourir des gens, périr en mer, et il faut revenir quand même à la valeur humaine. À un moment donné, nous avons tous ratifié la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle est entériné le droit d'aller et venir. Ce droit d'aller et venir, c'est aussi le droit à la citoyenneté. Parce qu'on est raciste, les Européens sont racistes envers tous ceux qui sont hors de l'Union européenne. Le Maroc a été rejeté. Le Maroc, on a rejeté la candidature de cet espace européen. Nous sommes dans une urgence climatique. Roxane Lundy, vous avez la parole. Je suis complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, je trouve que donc ces les gens débats qui sont pour le européens, Brexit en France sont des racistes. Les bien sûr, c'est les débats sur l'Union européenne. Comment vous expliquez que l'Europe a rejeté l'adhésion du Maroc? Madame, vous pouvez alors. Est-ce que je pourrais juste rappeler une petite chose qui a son importance? J'essaie de suivre et de voir de la cohérence. Je voudrais quand même rappeler juste une petite chose. Et ensuite, Sébastien Pilar. Ok, nous sommes dans le cadre d'élections qui vont envoyer des eurodéputés français qui représenteront 10% du Parlement européen. Les députés européens, ce n'est pas moi qui le dis, mais Valéry Giscard d'Estaing, qui a été à l'origine de l'élection du départ. Excusez-moi, mais bon, reprenez un peu vos livres d'histoire. Il est à l'origine de l'élection des eurodéputés au suffrage universel direct. Il l'a dit lui-même très récemment, les eurodéputés, que ce soit même des groupes d'extrême droite qui passent ou autres, n'auront aucune incidence, ne pourront pas influencer la politique de l'Union européenne. Vous n'êtes pas éligible à la Commission européenne, qui est la seule à avoir le monopole législatif. Vous dites qu'il n'élit pas effectivement ses commissaires. C'est ça, il n'y a que la Commission européenne qui a le monopole législatif. Sachez que c'est le Parlement européen aujourd'hui qui a obtenu qu'il y ait des visas humanitaires. Ce sont les visas européens. Des élections, madame. Désolée. On va vous n'avez pas compris quel était le non-pouvoir du Parlement européen. Alors, Sébastien, très court, Zaman Ziwan, et ensuite on va vers notre rappeler la position de l'UPR qui m'apparaît dans ce débat sur l'immigration le seul parti démocratique, parce que nous, en proposant de sortir de l'Union européenne, nous proposons, en insultant les gens de racistes, nous proposons aux Français donc de récupérer notre souveraineté et de soumettre les questions migratoires à un référendum. Et je constate que les Gilets jaunes, donc déjà le référendum nous le proposons depuis 2007 dans notre programme, ça fait 12 ans. Nous proposons de traiter cette question et toutes les questions sociétales qui sont clivantes. Je vois pas pourquoi au niveau national, il n'y a pas de raison d'exclure une partie de l'opinion française comme vous le faites autour de cette table. Merci.
Zaman Zian, on le voit, il y a la montée du parti de Nigel Farage au Royaume-Uni. Ils vont siéger au Parlement puisqu'ils ne sont pas encore sortis de l'Union européenne. Ils sont en tête dans les sondages malgré tous ces bras de fer qui ont lieu depuis 3 ans. C'est un des partis avec lequel vous pourriez vous allier au sein du Parlement ? Effectivement, si ils vont jusqu'au bout de la procédure, c'est pas grave. S'ils vont jusqu'au bout de la procédure, nous, ce que nous aimerions en tout cas reproduire au Parlement, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'UPR est le seul parti à être libre et à proposer aux Français de redevenir libres. Donc nous n'avons pas délibéré de siéger avec un groupe ou un autre. Normalement, nous resterons divers. Non, je pense que nous resterons positionnés sur les partis qui sont non inscrits pour rester libres, contrairement aux autres, justement. Et pour revenir à l'exemple de Nigel Farage, pour répondre à l'exemple de Nigel Farage, nous voulons effectivement reproduire la même chose que lui, à savoir prendre du temps de parole qui nous est complètement effacé. On nous supprime des médias nationaux ici. Ça nous permettra, en tant qu'élus, d'avoir du temps de parole pour mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, un coup de pied dans cette fourmilière qu'apparemment d'autres ici ont l'air d'apprécier. Bon, alors, on va prendre une question avec vous, Lila Famouzou, qui est destinée à Zaman Ziwan. Exactement, Magali. Cette fois-ci, c'est une question de Christophe qui voulait poser une question sur le modèle du confédéralisme. Absolument. Ma remarque, c'est que j'entends ceux qui disent qu'il n'y a pas de nation européenne. Mais avec ce même raisonnement, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une nation française ? Je ne crois pas, puisque au sein des États-nations comme la France, les populations sont très divisées sur tout un tas de sujets, et même d'un point de vue identitaire. En revanche, on peut peut-être identifier un élément culturel commun à tous les États d'Europe, comme on dit, pas forcément de l'Union européenne, et qui est la volonté de respecter les droits fondamentaux. Et est-ce que sur cette base-là, on ne peut pas conserver une forme étatique de puissance publique qui s'occupe de ça, mais qui a à cœur la subsidiarité, c'est-à-dire de conserver une multitude de modèles sociaux et une concurrence fiscale, réglementaire entre différents ensembles, afin de rapprocher le plus possible le pouvoir politique du local et même d'imaginer une diversité de modèles en son sein. Merci. Bonsoir et merci Christophe pour la question. Je voudrais rappeler une petite chose qui a quand même son importance, c'est que l'histoire de la France, c'est 1500 ans. La France, c'est 1500 ans d'histoire. L'Union européenne, c'est 62 ans. Donc je vous laisse deviner laquelle perdurera dans le temps et laquelle s'effacera tôt ou tard. Maintenant, pour répondre à la question donc sur le fond, effectivement, donc nous proposons aux Français, l'UPR propose aux Français de sortir de l'Union européenne pour justement se retrouver maître de ses décisions. Maître de ses décisions, ça veut dire aussi donc être en mesure de créer des collaborations, ça veut dire des coopérations industrielles ou même sur plusieurs secteurs avec les autres pays. Notre objectif est évidemment de sortir de ce carcan qui nous enclave dans 27-28 pays pour se retrouver les mains libres d'aller déployer des relations avec tous les pays du monde et nous prenons, nous, le rapprochement avec les pays de la francophonie. Il y a 88 pays de la francophonie dont nous, en tant que Français, nous sommes plus proches que certains autres pays européens. Lundi, une autre question dans nos studios à Paris. Encore une question, effectivement, une question de Patrice, qui est étudiant en droit et qui ne comprend pas bien le positionnement de l'UPR. Oui, bonsoir. Alors, il a été dit au début du débat que les eurodéputés n'avaient pas énormément de pouvoir de changement pour l'Union européenne, que les pouvoirs étaient surtout concentrés dans la Commission européenne. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est, en tant que potentiel futur eurodéputé, quel serait votre projet et comment est-ce que vous souhaiteriez changer les choses au niveau purement européen ? Merci. Alors voilà, si tant est que vous souhaitiez changer les choses, Zaman Ziwan, quelle va être votre action finalement au sein du Parlement si vous êtes élu? Bonsoir, donc merci pour la question. Moi, je voudrais expliquer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, l'UPR se présente à ces élections non seulement parce que nous sommes un parti politique et que nous sommes légitimes à nous présenter à toutes les élections. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut comprendre quelque chose d'assez essentiel. Nous proposons aujourd'hui aux gens de voter pour la seule liste capable de changer les choses, puisque ça fait 40
40 ans, je répète encore une fois, que tous les autres partis politiques vous proposent la même chose et donc avec les mêmes conséquences, à savoir la même Union européenne. Et enfin, l'objectif tout simplement de l'UPR, je suis désolée. Non, mais parce que vous dites qu'un député européen ne sert à rien, je ne vois pas comment vous allez faire. Est-ce que c'est notre objectif politique? Non, notre objectif n'est pas d'aller changer l'Union européenne. Ceci étant dit, il est évident, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous ne ferons pas la politique du moins-disant. Nous voterons toujours dans l'intérêt des Français aux questions qui sont soumises au Parlement. C'est ça que les Français s'en assurent. Mais notre objectif est de faire des insights, de montrer aux Français que les institutions européennes sont gangrénées par les lobbies, de montrer que le Parlement européen n'a pas le pouvoir de mettre en œuvre la campagne publicitaire et les aides de l'Union européenne. Comment vous comptez sortir? Je vais terminer en répondant au jeune homme. C'est assez simple. Les partis qui sont autour de cette table et qui proposent depuis 40 ans, alors il y en a un qui veut proposer 500 milliards pour la transition écologique. Vous étiez du PS, mais comme en politique en France, votre parti, vous n'êtes pas là en votre nom propre. Vous êtes là pour défendre un parti politique qui existe depuis longtemps, malgré ce que vous dites. C'est juste qu'en France, quand on a déçu les Français, on change le nom du parti tous les 5 ans en disant bon ben hop, allez c'est plus PS, c'est Génération. Est-ce que vous en faites un enjeu politique? C'est-à-dire, admettons que vous fassiez un très bon score lors des élections européennes, c'est un combat que vous allez mener au niveau national, pas au niveau de l'Europe. Déjà, l'enjeu politique qui se joue le 26 mai, c'est que c'est le seul véritable vote contre la politique de Macron. À tous les déçus... Tout le monde en fait un enjeu national. Non, je suis désolée, mais tous les autres partis en dehors du nôtre sont pour une Europe, qu'elle soit la même ou différente. Donc, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que 2 seuls partis. Le parti du Frexit de l'UPR et tous les autres qui sont... Mais comment l'opérer sans Frexit alors? Philippot qui prône la sortie de l'Union. Mais concrètement, vous, comment vous l'opérez alors ce Frexit? Excusez-moi, mais juste, on a Florian Philippot, pour revenir rapidement et clore sur ce sujet-là, encore très récemment a essayé de faire alliance avec des partis qui sont européistes, donc ça montre bien que c'est de l'opportunisme électoral. Vous avez, c'est un sujet. Alors on va prendre de ne plus parler d'écologie. Excusez-moi, comme l'a bien souligné M. Pilar au cours de ce débat, on a compris, vous avez beaucoup de points de convergence. Vous arguez des valeurs humanistes, et puis etc. Autour de cette table, personne, et même dans tous ceux qui nous... La désinvolture, quand vous dites humanisme, personne ne va vous dire inquiétante. Je suis pour que les personnes décèdent dans la Méditerranée, je suis contre le pouvoir d'achat des pays de l'Est, on a tous envie soutenir la politique de M. Orban, c'est maintenant la différence profonde entre vous et l'UPR qui propose de sortir de l'Union européenne et de s'en libérer, c'est tout simplement que nous défendons les intérêts des Français. Vous avez l'air d'omettre... Mais c'est ce que vous dites, madame. Vous avez l'air d'oublier depuis le début de cette émission, vous répétez Frexit et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous n'avez pas de projet. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Votre programme? Si vous vous calmiez et que vous m'écoutiez, vous entendriez ce que j'ai à dire. Mais non, mais parce que vous répétez depuis 3 mois. Je vous ai entendu parler autour de cette table. En aucun cas, à aucun moment, vous avez abordé les questions qui concernent les Français. Vous n'êtes pas... Parce que c'est les droits des femmes européennes. Les droits des femmes, ça ne concerne pas les Français. L'écologie, ça ne concerne pas les Français. Ou par des Lettoniens. Bah si, un Italien, madame, qui réside en France peut voter pour moi. Un Espagnol, madame, qui tous les 2 jours en France, d'accord? La politique de désindustrialisation, le démantèlement de notre industrie dans ces 60 dernières années met des usines à la porte tous les jours. Je ne vous entends pas en parler, alors c'est bien beau de se faire... Mais la lutte contre le Mesdames, on va prendre une question. Les Italiens, les Allemands, les Français se mettent autour de la table pour construire l'Airbus de la navale. Voilà une belle collaboration. Et voilà où sauver une entreprise nationale, une coopération l'Union européenne européenne aurait toute son utilité. On va prendre une question du côté de... On n'a plus de questions, donc on va continuer ce débat. Donc on parlait de... Profite justement. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Je vous rappelle que les traités européens organise le démantèlement de notre industrie dont vous êtes en train de parler. S'il y a des usines qui ferment tous les jours, c'est précisément à cause de l'article 63 qui permet la libre circulation des capitaux. Je ne vois pas comment on peut vouloir protéger les emplois en France sans avoir le droit de faire du protectionnisme. C'est très simple. Les géants que vous voulez soi-disant concurrencer en étant dans l'Union européenne, qui est quand même la croissance la plus faible du globe. Vous proposez quoi? Les États-Unis, la Chine font du protectionnisme pendant qu'eux
font du protectionnisme chez nous. Ils viennent ici acheter nos aéroports, acheter nos vignobles, acheter nos entreprises pour les délocaliser dans des pays à bas coût. Comment faire pour protéger nos industries? C'est vrai, Sébastien Pilard, la question revient souvent. Vrai sujet. La fusion entre Alstom et Siemens n'a pas pu avoir lieu à cause de l'Union européenne. Alors comment créer sur les délocalisations, parce que moi j'ai une super arme anti-délocalisation, il s'appelle Édouard Martin. C'est-à-dire que c'est un député européen aujourd'hui génération, ouvrier, syndicaliste, qui est donc été ouvrier notamment à Florange, où il s'est battu pour Léo Fourneau, et qui aujourd'hui se bat vraiment sur la question ouvrière. Et ça, ce sont des propositions et des réponses. Lui, il n'est pas simplement dans la posture. C'est-à-dire que au quotidien, mais je vous l'explique, comment vous vous battez depuis 40 ans pour n'avoir rien obtenu. Mais depuis 40 ans, madame. Mais comment vous allez vous battre encore une fois? Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, on va parler de Martin. Vous allez opérer le Frexit. Comment nous aurons de l'Union européenne et nous recouvrons. J'aimerais parler de ce qu'a fait Édouard Martin. Comment nous protégerons nos emplois parce que nous ne serons plus à Je vais vous donner des conseils. Roxane lundi parce que 2 minutes pour convaincre. Je commence par vous, Zaman Ziwan. 2 minutes pour nous dire pourquoi il faut voter pour la liste de François Asselineau. Eh bien, tout simplement parce qu'on vient de se rendre compte que déjà, seulement 4 personnes autour de cette table, nous avons du mal à nous mettre d'accord, que l'Union européenne, c'est 27 pays, 28 pays, dont le pouvoir est détenu par la Commission européenne. Aujourd'hui, nous, les Français vont élire des eurodéputés qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les eurodéputés français ne représentent que 10% du Parlement européen, ce qui est assez infime, et n'auront aucun pouvoir de changer les choses. Je voudrais que les Français qui nous écoutent aient conscience d'une chose assez simple. Si l'Europe était réformable, ça fait 40 ans que tous les partis, lors de chaque campagne des Européennes, promettent aux Français de changer l'Europe. Au bout de 40 ans, il est temps de tirer le constat. L'Europe n'est pas réformable. Et enfin, je voudrais rajouter une phrase donc justement d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à ce que le résultat soit différent. Donc, si les Français veulent du changement, si les Français veulent sanctionner la politique de Macron, c'est très simple. Il y a 2 listes lors de ces élections européennes. La liste UPR, qui est une liste de gages de vérité et de changement, et toutes les autres listes à qui vous avez déjà donné une chance ces 40 dernières années et qui ont à chaque fois échoué et qui ont tout simplement renié votre vote.